Il existe un moment précis dans les relations humaines où tout bascule sans bruit. Ce n'est ni une dispute, ni une rupture officielle, ni même une déclaration. C'est un silence intérieur, presque invisible, où une personne commence à regarder en arrière ce qu'elle pensait avoir dépassé. Et souvent, elle réalise quelque chose de dérangeant. Ce qu'elle croyait acquis, ce qu'elle pensait pouvoir oublier, ce qu'elle imaginait pouvoir remplacer facilement, commence à lui manquer. Mais ce moment ne vient jamais par hasard. Il ne naît pas de la nostalgie seule. Il ne vient pas non plus d'un manque soudain. Il est le résultat d'un déséquilibre intérieur, d'une prise de conscience lente, presque stoïque dans sa mécanique. Parce que la vie, dans sa manière la plus brutale, nous enseigne toujours la même leçon. On ne comprend la valeur de ce qui nous entoure qu'au moment où on cesse de la voir sous les yeux. Et c'est précisément ici que commence cette histoire. Pas une histoire d'amour classique, pas une histoire de conquête ou de perte, mais une histoire de perception, de psychologie humaine et de ce moment silencieux où l'esprit commence à réévaluer ce qu'il a rejeté trop vite. Dans la philosophie stoïcienne, il existe une idée simple mais redoutable. Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais le jugement que nous portons sur eux. Épictète le disait déjà d'une autre manière, en expliquant que l'homme ne souffre pas des choses elles-mêmes, mais de la manière dont il les interprète. Et dans les relations humaines, cette vérité prend une dimension encore plus profonde. Car au début, tout semble évident. Une présence est là, stable, disponible, constante. Et l'esprit humain, par nature, s'habitue. Ce qui est stable devient invisible. Ce qui est accessible perd de sa valeur perçue. Non pas parce qu'il est moins précieux, mais parce que la psychologie humaine fonctionne par contraste et non par permanence. Puis vient le moment du retrait. Pas forcément un retrait brutal, parfois subtil, une distance émotionnelle, une disponibilité différente, une énergie qui change. Et c'est là que quelque chose se déclenche dans l'esprit de l'autre personne. Pas immédiatement, pas consciemment, mais profondément. Marc Aurèle écrivait, dans ses pensées personnelles, que tout ce que nous possédons peut nous être retiré à tout moment, et que la sagesse consiste à reconnaître sa valeur tant qu'il est encore présent. Mais l'esprit humain n'agit pas dans cette sagesse immédiate. Il agit dans la réaction, dans la comparaison, dans le contraste entre ce qui était et ce qui est devenu. Et c'est exactement dans ce contraste que naît la prise de conscience. Parce que lorsque la présence devient moins accessible, le cerveau commence à réévaluer sa valeur. Ce n'est pas une stratégie consciente, c'est un mécanisme naturel. L'absence agit comme une loupe émotionnelle. Elle agrandit ce qui était ignoré. Elle révèle ce qui était minimisé. Et soudain, ce qui semblait banal devient rare. Ce qui semblait acquis devient précieux. Ce qui semblait remplaçable devient unique. Mais ce processus n'est pas immédiat. Il passe par plusieurs phases silencieuses. D'abord, il y a la confusion, une forme de déni léger, où l'esprit refuse d'admettre que quelque chose a changé. Puis vient l'observation. La personne commence à comparer, parfois inconsciemment, le présent avec le passé. Ensuite, il y a le manque diffus, difficile à nommer, mais impossible à ignorer. Et enfin, la reconnaissance. C'est à ce moment précis que le retournement psychologique se produit. Non pas parce que la personne revient, mais parce qu'elle comprend. Elle comprend ce que la stabilité signifiait. Elle comprend ce que la présence apportait. Elle comprend ce que son propre esprit avait normalisé trop vite. Sénèque disait que l'on souffre souvent davantage par imagination que par réalité. Et dans ce type de situation, c'est exactement ce qui se passe. L'absence ne crée pas seulement un manque réel, elle réactive aussi une mémoire émotionnelle amplifiée par le temps et la distance. Mais il y a quelque chose de plus profond encore. Ce moment de prise de conscience n'est pas seulement lié à l'autre personne, il est aussi lié à soi-même. Parce que dans le silence de l'absence, chacun se retrouve face à ses propres choix, ses propres réactions, ses propres décisions. Et c'est là que la psychologie devient intéressante. Car ce n'est pas toujours la valeur objective d'une personne qui détermine le manque, mais la manière dont elle a impacté notre équilibre intérieur. Une présence qui apportait de la stabilité émotionnelle, de la clarté ou simplement une forme de cohérence devient, avec le recul, un repère mental. Et perdre un repère crée toujours un déséquilibre. Mais ce déséquilibre ne se manifeste pas immédiatement comme une douleur. Il se manifeste d'abord comme une impression étrange, un vide difficile à expliquer, une sensation de quelque chose manque sans savoir quoi. Et plus le temps passe, plus ce vide prend forme. C'est à ce moment que les souvenirs reviennent.
Pas les souvenirs superficiels, mais les moments simples, les détails que l'esprit avait négligés. Une conversation, une attention, une présence silencieuse. Et ces éléments, autrefois insignifiants, deviennent soudain des points d'ancrage émotionnel. Ce processus est naturel. Il ne dépend ni de la volonté, ni de la logique. Il dépend de la manière dont l'esprit humain reconstruit la valeur à travers l'absence. Mais attention à ne pas confondre cette prise de conscience avec une certitude absolue. Le stoïcisme nous rappelle quelque chose d'essentiel. Ce que nous croyons vouloir sous l'effet de l'émotion n'est pas toujours ce dont nous avons réellement besoin dans la clarté. Et c'est ici que commence la vraie réflexion. Parce que ce moment où quelqu'un réalise qu'il ou elle a besoin de toi à nouveau n'est pas forcément un retour vers toi. C'est un retour vers une compréhension intérieure, une reconnaissance tardive de ce que l'expérience a révélé. Et souvent, cette prise de conscience arrive trop tard pour changer le passé, mais assez tôt pour transformer la perception. Dans la suite de cette exploration, nous allons entrer plus profondément dans ce mécanisme invisible. Nous allons comprendre pourquoi certaines personnes reviennent dans notre esprit, même après avoir tourné la page, et comment la psychologie humaine oscille entre attachement, absence et reconstruction de la valeur. Parce que ce moment précis, celui où tout change sans bruit, est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Ce qui rend ce moment si particulier, c'est qu'il ne ressemble jamais à ce que l'on imagine. De l'extérieur, on pourrait croire qu'il s'agit d'un simple retour de sentiment, d'un manque affectif classique, d'une nostalgie passagère. Mais en réalité, ce qui se joue ici est bien plus subtil. C'est une reconstruction intérieure, presque inconsciente, où l'esprit réévalue une présence qu'il avait d'abord classée comme acquise, voire remplaçable. Et c'est précisément dans cette erreur de jugement initial que tout commence. Au départ, il y a souvent une forme de distance émotionnelle. Pas forcément une rupture, mais une forme de saturation intérieure. L'esprit humain, lorsqu'il est exposé trop longtemps à une stabilité émotionnelle, finit par la banaliser. Ce n'est pas un choix conscient, c'est une adaptation. Le cerveau cesse de réagir à ce qui ne représente plus de menace ou de manque. Mais ce mécanisme a une conséquence invisible. Il efface la perception de la valeur. C'est ce que les stoïciens auraient appelé une illusion du jugement. Non pas une illusion des faits, mais une illusion de perception. Marc Aurèle insistait sur cette idée que l'homme transforme la réalité par la manière dont il la regarde. Et dans les relations humaines, ce principe devient presque brutal de vérité. Parce que ce n'est pas la personne elle-même qui change immédiatement dans le regard de l'autre, c'est sa place intérieure qui se modifie. Au début, cette place est centrale, stable, presque naturelle. Puis, elle devient périphérique, sans que personne ne s'en rende compte. Et un jour, elle semble disparaître totalement de la conscience active. Non pas parce que la personne n'existe plus dans la vie de l'autre, mais parce qu'elle n'existe plus dans son attention émotionnelle. C'est à ce moment que la distance devient réelle. Et paradoxalement, c'est aussi à ce moment que le processus inverse commence. Car l'esprit humain ne supporte pas le vide relationnel de manière neutre. Il le remplit toujours, soit par de nouvelles distractions, soit par des comparaisons, soit par des souvenirs qui reviennent de manière inattendue. Et c'est là que le mécanisme psychologique devient fascinant. Dans les premiers temps, l'absence est presque invisible. Elle est masquée par l'illusion de remplacement, par l'idée que tout peut continuer sans difficulté. Mais progressivement, des micro-décalages apparaissent. Une conversation qui n'a plus la même profondeur. Une présence qui semble moins alignée. Une émotion qui n'a plus la même intensité. Et l'esprit, sans s'en rendre compte, commence à comparer. C'est dans cette comparaison que naît la fissure. Parce que comparer, c'est déjà reconnaître implicitement qu'il y avait quelque chose de distinct. Et reconnaître une distinction, c'est déjà réintroduire une valeur. Sénèque écrivait que l'homme est souvent plus sensible à ce qu'il a perdu qu'à ce qu'il possède encore. Et cette vérité prend ici toute sa dimension, car ce n'est pas dans la présence que la valeur est réellement mesurée, mais dans son absence. Mais cette prise de conscience ne vient pas immédiatement sous forme de regret. Elle arrive d'abord sous forme de curiosité. Une pensée furtive, un souvenir isolé, une image mentale qui revient sans raison apparente, puis une répétition, et enfin une insistance silencieuse. C'est à ce moment que quelque chose change. La personne ne pense pas encore « je te veux à nouveau ». Elle pense plutôt « pourquoi est-ce que je repense à ça ?» Et cette question est beaucoup plus puissante qu'elle n'en a l'air.
parce qu'elle marque le début d'une réintégration émotionnelle. Le stoïcisme nous enseigne que tout attachement excessif est source de perturbation. Mais il ne nie jamais l'existence des liens humains. Il nous apprend simplement à observer ces liens sans perdre notre souveraineté intérieure. Et ici, cette souveraineté est mise à l'épreuve des deux côtés. Celui qui est dans l'absence apprend à ne plus courir après ce qui s'éloigne. Celui qui s'éloigne apprend parfois, malgré lui, à reconnaître ce qu'il a quitté trop vite. Mais ce processus n'est jamais symétrique. Il ne suit jamais une logique parfaite. Il est profondément humain, donc profondément irrégulier. Il arrive aussi un moment où la personne qui s'est éloignée commence à projeter des scénarios. Elle imagine ce que l'autre est devenu. Elle imagine ce que la vie sans cette présence signifie réellement. Et dans ces projections, quelque chose de subtil se produit. L'absence réelle est remplacée par une absence imaginée. Et l'absence imaginée est souvent plus puissante que la réalité, parce qu'elle est remplie de doutes. Et le doute, dans la psychologie humaine, est un moteur puissant de réévaluation. C'est à ce stade que le retour mental commence. Pas encore le retour physique ou concret, mais un retour dans la pensée, dans l'attention, dans la mémoire émotionnelle. Et plus cette présence mentale grandit, plus elle commence à influencer les émotions actuelles. C'est ici que beaucoup de personnes se trompent. Elles pensent que le retour est un choix soudain, une décision impulsive. Mais en réalité, il s'agit d'un processus lent, presque invisible, qui s'est construit dans le silence. Marc Aurèle disait que ce qui trouble les hommes n'est pas l'événement lui-même, mais la durée pendant laquelle ils y pensent. Et ici, la durée joue un rôle fondamental. Plus l'absence dure, plus elle transforme la perception initiale. Et plus la perception change, plus la mémoire devient sélective. Elle efface les tensions, adoucit les conflits, amplifie les bons moments. Non pas parce que le passé était parfait, mais parce que l'esprit humain reconstruit toujours ce qu'il regrette. Et c'est précisément à ce moment que le fameux basculement peut apparaître. Cette sensation étrange de se dire qu'on a peut-être perdu quelque chose de plus important qu'on ne l'avait imaginé. Mais il faut comprendre une chose essentielle ici. Ce moment n'est pas une garantie de retour, c'est une prise de conscience. Et la prise de conscience ne force rien. Elle ouvre simplement une porte intérieure. C'est souvent à ce stade que la personne commence à observer différemment les anciens liens. Elle relie mentalement les interactions passées. Elle recontextualise les décisions. Elle cherche du sens dans ce qui avait été vécu rapidement. Et dans cette recherche de sens, elle redonne de la valeur à ce qui avait été sous-estimé. C'est aussi le moment où les stoïciens nous rappellent une vérité importante. Ce n'est pas parce que quelque chose nous manque qu'il nous est nécessaire. Le manque n'est pas toujours une preuve de besoin. Il est parfois simplement une réaction du vide. Et pourtant, ce vide a un pouvoir étrange sur l'esprit. Il attire, il questionne, il réorganise les priorités internes. C'est pourquoi certaines personnes reviennent dans nos pensées sans prévenir, même après une longue période de silence. Non pas parce qu'elles ont changé, mais parce que notre perception d'elles a évolué. Et dans ce processus, une dynamique silencieuse se met en place. Celui qui s'est éloigné découvre parfois ce que la stabilité apportait. Celui qui est resté apprend à ne plus dépendre de la reconnaissance extérieure. Et entre les deux, une transformation invisible s'opère. Mais il reste encore une étape essentielle à comprendre. Ce moment où la prise de conscience devient suffisamment forte pour influencer les actions. C'est là que tout se joue réellement. Et c'est exactement ce que nous allons explorer dans le prochain bloc, car c'est à cet instant précis que la psychologie humaine devient la plus imprévisible. À partir de ce point, quelque chose de plus profond que la simple nostalgie commence à se mettre en place. Ce n'est plus seulement une pensée qui revient, ni un souvenir qui insiste. C'est une réorganisation intérieure, une manière différente de regarder ce qui semblait réglé. Et c'est souvent là que la personne réalise qu'elle n'avait pas simplement perdu quelqu'un, mais qu'elle avait aussi perdu une version d'elle-même dans cette relation. Parce que dans toute dynamique humaine, il y a toujours un échange invisible. Pas seulement de présence, mais d'identité. On devient, sans s'en rendre compte, une version de soi influencée par l'autre. Et lorsque cette présence disparaît, ce n'est pas seulement l'autre qui manque, mais aussi le cadre dans lequel certains comportements, certaines émotions, certains équilibres existaient. C'est ce que les stoïciens auraient appelé une dépendance involontaire au contexte. Non pas une dépendance affective brute, mais une dépendance aux repères émotionnels que l'autre incarnait.
Épictète insistait sur une idée fondamentale. Nous ne possédons jamais réellement les choses extérieures, seulement notre manière de les interpréter. Et dans les relations humaines, cela signifie que ce que l'on croit perdre est souvent une transformation de notre perception plutôt qu'une disparition réelle de valeur. Mais la psychologie humaine ne fonctionne pas immédiatement dans cette lucidité. Elle passe par des vagues. La première vague est celle du doute profond, une relecture mentale de tout ce qui a été vécu. Ce n'est plus seulement « est-ce que cette personne me manque ?», mais « qu'est-ce que j'ai peut-être mal compris ?» Et cette question est dangereuse pour l'esprit, car elle ouvre la porte à une réévaluation complète du passé. Puis vient la deuxième vague, plus subtile encore, celle de la comparaison silencieuse avec le présent. Les expériences actuelles ne semblent plus produire la même intensité émotionnelle. Les échanges récents paraissent moins fluides, moins naturels, moins évidents. Et sans s'en rendre compte, l'esprit commence à hiérarchiser les souvenirs. Et c'est là que le passé gagne en poids. Sénèque écrivait que l'homme est souvent prisonnier de ses représentations, plus que de la réalité elle-même. Et ici, la représentation du passé devient progressivement plus harmonieuse que le présent lui-même. Mais il ne s'agit pas encore d'un retour concret. Il s'agit d'un glissement intérieur. Un glissement où la personne commence à réinvestir émotionnellement une présence absente. Elle se surprend à imaginer des conversations, à anticiper des réactions, à reconstruire des scénarios qui n'existent plus. Et dans ces scénarios, elle cherche inconsciemment une forme de cohérence perdue. C'est à ce moment que la phrase intérieure change. On ne pense plus seulement « c'était bien », on commence à penser « c'était important ». Et cette nuance change tout. Parce que ce qui est important ne disparaît jamais totalement de la conscience humaine. Mais le stoïcisme nous oblige ici à introduire une distance essentielle. Car toute émotion intense peut brouiller la perception du réel. Et ce moment précis est un moment où l'esprit devient extrêmement sensible à l'illusion du manque. Ce n'est pas toujours la personne qui est réellement désirée à nouveau. C'est parfois la sensation de sécurité, de compréhension ou de cohérence qu'elle représentait. Et c'est une distinction fondamentale. Car comprendre cela, c'est reprendre du pouvoir sur sa propre perception. Marc Aurèle rappelait souvent que la liberté intérieure commence lorsque l'on cesse de confondre les impressions avec la vérité. Et dans ce type de situation, l'impression est forte, mais elle n'est pas toujours fidèle. Pour celui ou celle qui observe cette dynamique de l'extérieur, un autre phénomène se produit. Une forme de détachement plus stable commence à émerger. Non pas un détachement froid, mais une compréhension plus lucide de ce qui est en train de se jouer. On comprend que les retours émotionnels des autres ne sont pas toujours des vérités absolues. Ils sont des mouvements internes, des oscillations naturelles de la psychologie humaine. Et c'est ici que la maturité émotionnelle commence réellement à se former. Parce que la vraie force ne consiste pas à être insensible. Elle consiste à ne pas être gouvernée par les fluctuations des autres. C'est à ce moment que la phrase devient silencieuse dans l'esprit. Ce qui doit revenir reviendra. Mais ce qui revient doit être compris, pas seulement désiré. Et dans ce silence intérieur, quelque chose change profondément. La personne qui était oubliée redevient consciente dans la pensée de l'autre, mais elle n'est plus dans une position de manque. Elle devient une référence, un repère, une mémoire active. Et paradoxalement, c'est souvent à ce moment-là que les interactions peuvent reprendre, si elles doivent reprendre. Mais ce retour éventuel n'est plus le même que celui imaginé dans l'émotion brute. Il est transformé par la distance, par la réflexion, par la perte de spontanéité initiale. C'est pourquoi tous les retours ne ressemblent jamais à ce qu'ils étaient dans l'imagination. Parce que le temps change la perception des deux côtés. Celui qui revient a changé par le manque. Celui qui a été absent a changé par la distance. Et entre les deux, il n'y a plus jamais exactement le même point de départ. Le stoïcisme nous ramène alors à une vérité essentielle. Il ne s'agit pas de contrôler les retours, ni de forcer les absences, mais de comprendre la nature changeante de tout lien humain. Rien n'est figé, ni les sentiments, ni les perceptions, ni les priorités. Mais tout peut être observé avec lucidité. Et dans cette lucidité, il y a une forme de paix. Parce que l'on comprend que ce moment où quelqu'un réalise qu'il a besoin de toi à nouveau n'est pas une victoire à conquérir, ni une preuve à attendre. C'est simplement un mouvement naturel de la conscience humaine, soumis au temps, à l'absence et à la mémoire. Et ce mouvement ne définit jamais ta valeur. Il définit seulement la manière dont l'autre apprend, comprend et réévalue son propre monde intérieur.
Le véritable enseignement ici n'est pas d'attendre ce moment. Il est de devenir quelqu'un dont la présence n'est plus dépendante de l'absence pour être reconnu. Et à partir de là, quelque chose de plus stable apparaît, une forme de sérénité silencieuse. Parce que ce que tu comprends enfin, c'est que dans le regard des autres, tu ne contrôles jamais le timing de ta valeur, mais tu peux toujours contrôler la solidité de la tienne. Et c'est là que tout s'achève réellement, dans le calme, dans la lucidité. Et dans cette conscience simple mais puissante, rien de ce qui est véritablement important ne disparaît vraiment. Il change simplement de forme dans l'esprit de ceux qui le comprennent.